Alors Marseille, je dirais qu'elle me donne l'espace en tout cas pour créer. En venant à Marseille, c'est que ça m'a donné l'espace vraiment de le faire, c'est-à-dire que ce soit économiquement parlant, parce que clairement, voilà, on n'avait pas l'argent de payer le loyer et un espace de travail. Donc en arrivant à Marseille, de pouvoir avoir les deux, c'était genre, ça a été, on a grandi d'un seul coup en fait, que ce soit professionnellement ou que ce soit personnellement, finalement, de notre manière de vivre, on a commencé à consommer mieux, à vivre de manière, je sais pas, à se construire vraiment comme une vraie, voilà, une vraie vie d'adulte. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Sarah Esput. C'est un matin de juin, orageux, et il commence à faire chaud. Elle crée des objets brodés. Sarah Esput est artiste et designer. L'objet brodé le plus connu, et je parie que vous avez dû déjà voir son travail sur notamment Instagram ou dans des magazines de déco, c'est nappes brodées en trompe-l'œil, où l'on voit des scènes de repas. J'ai une grande admiration pour le travail de Sarah depuis plusieurs années. Je suis donc super honorée de pouvoir lui tendre mon micro aujourd'hui et vous faire entendre sa voix. Elle est originaire de Provence et elle a décidé de s'installer à Marseille, une ville qui lui donne l'espace de créer et qui a vu éclore la création de sa marque Œuvres Sensibles. Je suis donc accueillie par Sarah ce matin dans son atelier situé au 30 rue Mazagran, dans le 1er arrondissement de Marseille. C'est une petite rue, juste derrière la Canebière. Cet atelier est ouvert sur la rue, avec des grandes baies vitrées. Il y a une ambiance loft, 70s, avec du carrelage orange, une grande hauteur sous plafond. Il y a donc plein de tissus, de linge ancien chiné par Sarah. Il y a des grandes tables qui permettent à Sarah et à son équipe, Emma, Danae, de concevoir l'ensemble des objets ici. Il est désormais possible d'acheter sur place puisque Sarah inaugure sa première boutique au 32 rue Mazagran, la porte collée à son atelier. Une boutique qui s'appelle Sensible Marseille, qui est ouverte au public et qui nous a servi de refuge pour l'enregistrement de cet épisode. On se croirait dans un appartement. C'est chaleureux, il y a une grande cuisine ouverte en bois, un grand escalier rouge qui trône au milieu, un espace chambre. Les images de cet épisode sont à retrouver sur le compte Instagram du podcast @marseille.creative. Je laisse la parole à Sarah Esput. Bonne écoute. Serious. Fast. Always that girl like that. Je m'appelle Sarah, j'habite à Marseille depuis 4 ans et j'ai monté un atelier de confection d'objets de décoration, brodés principalement. Et voilà, j'ai un atelier depuis 1 an et demi et maintenant j'ouvre un deuxième espace qui sera un espace un peu expérimental, mais aussi une boutique pour recevoir du public. Je suis née à Arles, donc dans le 13, et j'ai grandi donc à côté de Arles, Fontvieille. Donc c'est la Provence, vraiment pour moi, quand on dit que Marseille c'est la Provence, pour moi Fontvieille c'est plus la Provence, c'est plus dans les terres et voilà, il y a une dimension un peu plus traditionnelle, je dirais. Je suis partie à Paris faire mes études
dans une école d'art appliqué public qui s'appelle Olivier de Serres pour faire un BTS communication visuelle. Donc voilà, qui initie au métier du graphisme, publicité, tout ce qui touche voilà, à l'univers du print et de l'édition. Et suite à ça, j'ai fait 6 mois de stage à Londres. Ça a vraiment débloqué aussi voilà, ma manière de penser et de créer les choses parce que là-bas, j'ai découvert une technique d'impression qui s'appelle la réseau, qui est vraiment une manière complètement underground d'imprimer alternative parce que c'est sur des photocopieurs de bureautique et ça a été détourné à des fins artistiques voilà, pour l'impression de posters, de fanzines, la micro-édition. Et en fait, voilà, ce qui était génial, c'est que de manière autodidacte, on pouvait acheter une machine d'occasion et s'improviser imprimeur. Et voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire à Paris. Quand je suis revenue de ce stage, j'ai créé mon imprimerie donc chez moi vraiment, pendant 2 ans, donc dans mon salon. J'éditais des projets de livres, mes propres illustrations et ensuite voilà, répondais aussi à une clientèle, des illustrateurs, des institutions culturelles. Suite à ce projet d'imprimerie, j'avais des envies vraiment voilà, de faire des choses de l'art, en fait, tout simplement. Et j'avais envie de faire, voilà, de m'explorer créativement. Dans un premier temps, le textile et l'objet brodé, en parallèle avec une amie qui s'appelle Léa Bigot. Donc, on avait monté un collectif, toutes les deux, un duo d'artistes, où on explorait donc l'objet d'intérieur à travers l'illustration dans un premier temps. Donc, on imaginait des scènes fantasmées, donc d'intérieur, d'objets imaginés. Donc ça, voilà, quand j'avais mon imprimerie, on a pu s'auto-éditer à travers un manifeste, un livre dans lequel voilà, on explorait à travers l'illustration l'objet. Et ensuite, ça nous a clairement inspiré voilà, pour aller plus loin et pour créer l'objet 3D. On a déménagé à ce moment-là. Ce qui était rigolo, c'est que moi, je travaillais avec Léa donc à ce moment-là, et Stéphane, son copain, et mon copain Lucas travaillent ensemble aussi. Donc c'était voilà, on a fait vraiment un déménagement à 4 finalement. Ça a été l'occasion de changer un peu de vie parce que voilà, on n'arrivait pas à trouver un espace de travail. Clairement, à Paris, on était un peu en tournant en rond dans nos appartements et je crois qu'on on cherchait vraiment à se libérer créativement. Donc physiquement, on n'arrivait pas à le faire. Marseille paraissait pour moi une ville qui... Ça avait du sens en fait parce que voilà, je viens du sud et une deuxième plus grande ville dans le sud. Sur le papier, voilà, Marseille, ça paraissait parfait parce que plus au bord de la mer. Mais sans plus connaître Marseille que ça finalement parce que peut-être petite je suis passée à Marseille mais ça m'était pas resté vraiment dans mon esprit, donc voilà, c'était un peu une découverte aussi. Donc on a déménagé à Marseille à la base pour avoir un espace de travail aussi puisqu'on avait répondu à l'appel d'offres que Coco Velten avait posté sur son nouvel espace pour des créatifs, et on avait fait un entretien et on avait été retenu. Donc, ça a été le prétexte pour, à ce moment-là, pour venir dans le Sud. Je n'ai pas regretté depuis parce que suite à ça, voilà, avec Léa, on a continué un petit peu à travailler ensemble, mais finalement, on s'est rendu compte que chacune on avait envie de découvrir son univers, en fait, d'explorer son univers propre. Donc, c'est ce qu'on a fait, moi, à travers l'objet brodé et Léa à travers la céramique, la sculpture. Mon atelier s'appelle Œuvre sensible. Alors, Œuvre sensible parce que c'est pas du tout un nom prémédité. Disons que c'était plus une manière de concevoir les choses. Donc, c'est comme un manifeste pour moi quand j'ai commencé de manière autodidacte à faire des choses artistiques. Donc, de la peinture, de la broderie. Voilà, j'avais envie d'aller vers l'objet. Mais l'objet de manière voilà, plus sensible que l'objet inanimé. Le mot œuvre, pour moi, ça symbolisait un peu plus ma réflexion autour de l'objet parce que j'avais envie de le concevoir comme
une pièce à part qui répondait voilà, plus à une recherche esthétique. Et le sensible, parce que pour moi, voilà, je voulais aussi que ça évoque une émotion. Donc voilà, l'œuvre sensible, pour moi, plus qu'un objet, une petite œuvre qui a du sens et qui émeut. Alors, mes premiers objets brodés, vraiment les tout premiers, c'était des coussins, parce que j'avais besoin de coussins chez moi. Donc, à moindre coût, voilà, j'ai chiné du tissu et ensuite, après, je les ai décorés donc, avec la broderie. Donc ça a été les premiers éléments. Et ensuite, dans mon premier appartement de Marseille, il y avait beaucoup de fenêtres et des fenêtres voilà, qui n'avaient pas de volets. Ils avaient eu la très bonne idée d'enlever les volets et en fait, pas du tout pratique parce que pour se cacher un peu du soleil, tu as besoin de rideaux ou même voilà, pour dormir, tu as aussi besoin peut-être d'être un peu dans l'obscurité. Donc en fait, j'avais entrepris de faire des rideaux chez moi et, et donc pour les habiller, ces rideaux, je les ai brodés et c'est là où j'ai un peu créé mes premiers trompe-l'œil en fait parce que ces broderies, c'était des vues sur jardin. Donc, tu avais ce trompe-l'œil avec une rambarde en fer forgé, des volets repliés et une vue sur voilà, de la végétation. Donc, des palmiers. Il y avait aussi un peu, voilà, j'aimais bien mettre un ciel étoilé ou une lune. Comme, voilà, j'aime broder, mais ma patience a quand même des limites. Donc, j'avais envie d'une broderie efficace, disons. Donc, c'est pour ça que je brodais essentiellement en ligne pour avoir une rapidité d'exécution et aussi avec un fil plutôt épais. Donc finalement, c'est même pas du fil à broder, c'est un fil de coton en pelote, un fil à tricoter. Et j'ai acheté une grosse aiguille et j'ai commencé à broder voilà, de manière, disons, un peu plus grossière. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est l'effet visuel que ça a créé. Ce trait noir qu'on pouvait voir de loin et qui ouvrait tout un univers graphique sur le tissu, je me suis dit que c'était super intéressant. Du coup, j'ai continué donc, sur d'autres objets brodés. Donc, j'ai fait voilà, encore des rideaux où là, c'était plus de la végétation, c'était un rosier grimpant. Donc, pareil, voilà, je trouvais que c'était chouette ce que ça faisait dans l'espace intérieur. Et ensuite, après, des coussins, donc c'était des coussins bouquets. Donc, j'avais fait voilà, toute une série de coussins avec dans des vases, des fleurs dans des vases. Donc, c'était mes coussins bouquets. Et voilà, comme je postais quand même régulièrement sur Instagram mon travail d'objets brodés, donc ça a interpellé une galeriste à Biarritz qui s'appelle Eumano Studio. Elle faisait une exposition autour de la table. Donc, elle invitait plusieurs artistes à réfléchir voilà, un objet pour la table. Et c'est vrai qu'elle, tout de suite, elle m'a abordée avec l'envie d'une nappe. C'est à ce moment-là que est venue la nappe trompe-l'œil quoi, dans le cadre de cette exposition. Et c'est vrai que quand je l'ai fait, je m'étais pas rendu compte à quel point le trompe-l'œil avait encore plus de sens à ce moment-là sur la table parce que voilà, ça racontait encore plus une histoire, je trouvais. Et en fait, ouais, ça m'a plu et je pense que ça a plu aussi aux gens. Et c'est ce qui m'a donné envie voilà, d'approfondir l'objet, de raconter peut-être d'autres histoires, d'affiner mon trait, mes illustrations, comment voilà, je les interprétais en broderie, quel objet je faisais dessus, est-ce que je synthétisais encore plus. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui marchaient, d'autres qui marchaient pas. Donc petit à petit, voilà, j'ai un peu continué d'approfondir l'illustration brodée. Et en fait, donc ça a donné des pièces uniques finalement. Donc à travers des collaborations, voilà, ça a donné envie à d'autres marques. Donc je crois que ma première nappe que j'ai fait collaborative, c'était pour Le Tanner. Et ensuite, il s'est passé donc qu'il y a eu le confinement. Et finalement, je me suis mise à faire de plus en plus de nappes. Et là, je me suis dit, bon, voilà, je pense qu'il y a un truc à creuser. J'ai de plus en plus de demandes. Est-ce que je continue à faire des nappes, des pièces uniques comme ça, ou est-ce que je peux les reproduire à la demande? Et finalement, après que le confinement soit passé, je me suis mise dans un nouvel atelier partagé avec d'autres artistes. Et
et à ce moment-là, j'ai essayé de trouver un moyen de déléguer la broderie, de, de, de faire un vrai moyen de production sur ma manière de bosser. Donc, j'ai affiné ma manière de reproduire mes dessins aussi. Donc, c'est à ce moment-là où que je me suis dit, bon voilà, peut-être que mes dessins, ils peuvent avoir une matrice, ils peuvent être imprimés, ils peuvent avoir avec un système de calque, je peux les décalquer et ensuite voilà, avoir la même échelle de dessin et avoir une méthode de reproduction vraiment à l'identique. Parce qu'au début, c'était vraiment plus artisanal. Je dessinais à même la nappe. Et ce qui était intéressant, mais si je voulais reproduire un dessin, c'était beaucoup plus compliqué parce que même le positionner, le situer, l'échelle du dessin, souvent je devais recommencer parce que ça me plaisait pas. Donc là, la technique finalement du calque et de reproduire à partir de matrices de dessins déjà imprimés, ça me permettait d'être plus efficace sur l'opération. Et ça a commencé en fait, la manière de déléguer a vraiment pris quand j'ai eu une première commande pour la grande épicerie à Paris. Donc ils m'ont demandé, c'était improbable, ils m'ont demandé de déposer des produits chez eux. Et en fait, à l'époque, j'étais incapable de faire plus de nappes dans la semaine. Donc là, je me suis dit, bon, il va falloir vraiment que je trouve un moyen de pouvoir déléguer la fabrication pour répondre à cette commande-là. Donc, en fait, ça a commencé, donc la broderie à être déléguée à travers vraiment des amis d'amis, d'un réseau de Pierre qui était dans mon atelier et qui était aux Beaux-Arts. Et donc, il a demandé à des personnes qui connaissaient si c'était intéressé de broder pour moi. Et il y a eu 2 filles qui ont répondu à l'appel. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à déléguer. Donc, je leur ai montré comment faire. Et ensuite, après, une fois qu'elles avaient appris, elles étaient complètement compétentes. Donc, je me suis rendu compte que c'était facile à déléguer cette partie-là, que finalement, les gens, une fois qu'on leur montrait et qu'ils étaient soigneux, en fait, ça a fonctionné assez rapidement. Donc, petit à petit, en fait, de bouche à oreille, il y a eu d'autres personnes qui étaient intéressées pour faire de la broderie. Et voilà, ça a vraiment commencé comme ça pour déléguer la partie brodée. Et ensuite, après cette année passée dans cet atelier partagé avec d'autres artistes, j'avais pas assez d'espace clairement pour travailler. J'avais une stagiaire, donc Emma, qui travaillait pour moi à l'époque, donc pour un stage. Et en fait, je stockais de plus en plus de matière. Donc en fait, clairement, il me fallait plus d'espace. Donc, j'ai cherché un nouvel espace où je pourrais un peu plus me développer. Et j'ai trouvé l'espace où je suis actuellement, donc, qui est dans le 1er arrondissement de Marseille. 60 mètres carrés. Il était, esthétiquement, il est inspirant aussi parce que il a ce carrelage qui est assez incroyable avec des grands carreaux orange. Donc je me suis posé mes valises tout de suite. Et Emma, qui faisait un stage à l'époque avec moi, je l'ai embauchée. Ensuite, j'ai aussi embauché Danae, donc une des filles qui brodait pour moi. Pareil, qui vient du milieu artistique. Elle a fait des beaux-arts, elle est grecque et elle est venue s'installer ensuite à Marseille après ses études. Un peu ma fierté actuelle, c'est que on a vraiment créé cet atelier, cet environnement de travail pour produire sur place et pour pouvoir créer un vrai atelier. Ça s'est fait dans le premier parce que je cherchais dans le centre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment pratique pour les personnes qui brodent, justement, d'être centrale comme ça. Ça a permis à avoir une facilité où les personnes pouvaient venir à notre atelier, chercher l'objet à broder, le broder chez eux et revenir avec l'objet facilement, sans que ça pose problème de logistique pour les autres personnes. Avoir une interaction aussi avec le quartier, c'est important. Il y en a déjà une qui se crée parce que l'espace est totalement vitré et que tout le monde voit ce qu'on fait vraiment dans les premières semaines et les premiers mois. Ça a beaucoup intrigué les gens du quartier.
Donc voilà, ils toquaient, ils me demandaient ce qu'on faisait et voilà, je leur répondais que c'était un atelier de création d'objets qu'on utilisait du tissu ancien et voilà, d'où tous ces tas de tissus parce que voilà, beaucoup ont me demandé est-ce que vous êtes une laverie, est-ce que vous êtes un pressing? Et non, c'est voilà, c'est notre matière première et on crée à partir de ça. Donc je pense que les gens, de pas s'enfermer derrière voilà une porte ou un rideau, ça a permis à ce que les gens comprennent ce qu'on fait et aussi avoir une interaction parce que voilà maintenant les gens nous connaissent bien. Moi ce que voilà je cherche à faire c'est voilà essayer de développer cette partie atelier mais aussi l'espace boutique dans lequel voilà j'ai envie de pouvoir plus mettre en scène les objets que je crée sous format de galerie aussi pour pouvoir voilà l'ouvrir publiquement et créativement ou collaborativement avec d'autres artistes ou voilà mettre en scène aussi des collaborations qu'on peut faire. Par exemple, il y en a une qui a été faite autour du porte-couteau. Voilà, c'était un peu le premier prétexte à ouvrir mon espace atelier. J'avais envie que ça s'ouvre avec d'autres créatifs aussi. Donc, j'ai donné une carte blanche à 5 femmes artistes donc autour d'un médium qui était propre à chacune et, euh, et voilà et ça a donné quelque chose de trop intéressant parce que le porte-couteau là c'était un objet qui me tenait à cœur parce que je l'utilise dans mes mises en scène quand je fais une table ma mère voilà j'ai un peu emprunté ses porte-couteaux et je trouve que c'est un objet voilà, qui va vraiment avec la nappe parce qu'il n'a que de fonction que avec la nappe parce que sa fonction première, c'était de ne pas salir la nappe avec son couteau. Donc, on surélevait le couteau sur le porte-couteau. Et en fait, il a disparu clairement de la surface quand la nappe a disparu elle aussi. Donc, c'était trop intéressant de faire un clin d'œil à la nappe et à cet objet un peu oublié qui a à nouveau une fonction puisque je fais des nappes. Donc, vu par des artistes comme ça, j'ai trouvé que c'était un format assez intéressant. Voilà, c'est un peu des choses que j'avais envie d'aborder aussi dans ce nouvel espace, c'est de pouvoir enfin scénariser et de créer de vrais moments de vie avec les pièces que je crée. Donc, l'idée, ça serait d'organiser des repas un peu performance et collaboratifs avec d'autres chefs qui ont une vision assez voilà, aussi artistique au niveau de la nourriture. Donc, donc l'idée, c'est de créer des moments un peu expérimentaux autour de la table où voilà, je vais imaginer, scénariser des tables et mettre en scène avec des repas organisés par un chef indépendant sur peut-être voilà, un format d'une semaine et voilà, créer des moments un peu expérimentaux et qui changent de repas qu'on peut aborder dans des restaurants plutôt, voilà, plutôt classiques. Alors Marseille, je ne sais pas si elle me nourrit, je dirais qu'elle me donne l'espace en tout cas pour créer. Donc elle m'offre une liberté de création qui fait que ben voilà, je peux mieux peut-être me nourrir facilement de ce qui m'entoure. Mais créativement, je dirais que ce qui peut nourrir, ça va être des lieux comme... voilà, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est il y a pas mal de magasins, de librairies, de livres d'occasion. Et c'est vrai que ça, c'est un peu une source d'inspiration pour moi. J'aime bien puiser dans les livres, dans les images. Donc, vers le cours Julien, il y a pas mal de librairies avec des livres d'occasion. Donc ça, c'est un peu une source aussi d'inspiration que je peux avoir. Et sinon, c'est vrai qu'il y a l'Alcazar, qui est une librairie, une médiathèque, pardon, qui est trop bien aussi pour se nourrir d'inspiration, de voilà, toutes les époques, tous les styles. Donc ça, c'est... Ouais, dans les livres, j'aime bien voilà, ces deux sources d'inspi. Euh, Après, c'est vrai que les sources d'inspiration, pour moi, ça va être aussi extérieur à Marseille. Enfin, parfois, voilà, Marseille, c'est très prenant aussi. Donc, de sortir de Marseille, ça peut être aussi très inspirant et pas très loin. Donc, donc la Provence, en général, je pense que voilà, dès que voilà, on a des occasions le week-end
s'évader un peu plus loin que Marseille. Ça peut être Arles, parce que voilà, j'ai toujours de la famille là-bas, donc c'est aussi inspirant. Ça peut être vraiment d'autres, ouais, des petits villages aux alentours. Ça peut être des bonnes balades inspirantes aussi, quoi. Alors, je vis, moi, dans le quartier du Kama, dans le 5e. Alors, je peux pas te dire totalement Kama, je pense, parce que c'est aussi la Timone. C'est la rue Saint-Pierre, au niveau de l'hôpital La Conception. Donc, il y a l'hôpital La Conception et ensuite la Timone. Donc, je suis juste, voilà, avant le boulevard Sakakini. Donc, c'est une rue qui est la rue Saint-Pierre. Elle est drôle parce qu'elle part de la plaine. C'est une petite rue et en fait, tu te rends compte que c'est une rue très 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 grande. Elle continue jusqu'au cimetière Saint-Pierre, etc. Donc moi j'habite dans cette rue. Elle est parallèle au boulevard Chave. Donc tu rejoins finalement facilement tout ce qui est voilà, les commerces de ce quartier-là qui sont cool, quoi. Mais voilà, le 5e, ce qui est bien, c'est qu'il y a un côté un peu village parce que euh, les gens sont en famille, il y a beaucoup de commerce, il y a une forme de tranquillité. Donc ouais, c'est un quartier assez agréable pour ça. Et pour faire ses courses, justement, enfin, ce qui est bien, c'est le marché qui est à Courjulien le mercredi matin, c'est le marché des producteurs. Donc c'est chouette, c'est vraiment un moyen de consommer bien et pas trop cher. Et après, bah, sinon, t'as le quartier de la Plaine. Ça, c'est génial. Voilà, parce que la plaine, elle était en travaux pendant très longtemps. Moi, quand je suis arrivée, elle était en travaux. Et dès que les travaux se sont terminés, ça a fait un vrai lieu de vie. Donc, voilà, dès qu'on a envie de boire un verre avec des amis, c'est vrai que c'est la plaine voilà, qui revient souvent. C'est un vrai axe aussi pour plein de gens, je pense. Voilà, on travaille tous un peu dans le quartier finalement et ça rejoint un peu tout le monde. Donc la plaine, voilà, pour boire un verre, c'est chouette. Après, tu as pas mal de restaurants et de bars qui sont sympas aussi. Tu as le Trois Quarts, qui est un peu une institution parce que bah, voilà, ils sont ouverts en plus tous les jours, vraiment le dimanche. Euh, T'as pas souvent des restaurants qui sont ouverts à Marseille le dimanche soir, mais tu as le Trois Quarts, donc c'est vraiment un espace aussi agréable. Après, tu as chez Georges aussi, qui est une brasserie sympa, voilà, qui réunit pas mal de gens du quartier. Les trois endroits que je préfère à Marseille, je dirais le premier, c'est Maison Empereur. C'est vraiment un lieu qu'on m'a fait découvrir et qui, ouais, tu passes la porte et tu t'es dans un autre temps. Donc, de toute façon, tout ce qui est lié voilà, à l'objet ancien, à un lieu atypique, ça me plaît. Donc là, clairement, Maison Empereur, je recommande à toutes les personnes qui viennent à Marseille de passer à Maison Empereur, qui est une quincaillerie, mais plus que ça, un magasin aussi voilà, de décoration textile, vaisselle, luminaire, savon, produits ménagers en tout genre. Donc, ouais, c'est quand même un lieu à part entière et je pense qu'il n'y en a pas deux des lieux comme ça. Donc, je vous recommande fortement de visiter et voilà, de passer dans cette institution marseillaise. Ensuite, après, pour se restaurer, je dirais, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'IMAT. C'est un restaurant qui est à Courjulien, donc sur les marges du Courjulien, un peu caché, mais voilà, c'est un super lieu où voilà, c'est une cuisine faite avec amour, ça se sent avec des bons produits et c'est toujours très très bon. Donc ça, c'est un lieu que j'aime bien, où j'aime bien manger. La brûlerie Moka aussi, c'est très 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 agréable dans mon quartier en plus. Donc voilà, j'inciterai aussi les gens à s'arrêter, boire un café ou se restaurer à la brûlerie Moka, ouais. Je pense que mon projet aurait été complètement différent à Paris. Vraiment, ce qui s'est passé à Marseille, en venant à Marseille, c'est que ça m'a donné l'espace vraiment de le faire, c'est-à-dire que ça soit économiquement parlant, parce que clairement, voilà, on n'avait pas l'argent de payer le loyer et un espace de travail. Donc en arrivant à Marseille, de pouvoir avoir les deux, c'était genre, ça a été, on a grandi d'un seul coup en fait, que ça soit professionnellement ou que ce soit personnellement, finalement, de notre manière de
de vivre. On a commencé à consommer mieux, à vivre de manière, je sais pas, à se construire vraiment comme une vraie, une vraie vie d'adulte, quoi. J'avais envie, je pense, En fait, on attendait ça, je pense, plus d'espace pour pouvoir se développer. Depuis que je suis à Marseille, je pense que ça a mis un petit peu de temps avant que je crée un vrai lien avec d'autres marques aussi ou d'autres entités marseillaises. Donc là, c'est vrai que depuis un an, je pense que voilà, il y a des histoires qui se créent comme celle avec Enamura où on s'était rencontrés à mes débuts et voilà, c'était peut-être pas le bon moment, mais on s'est re-rencontrés par la suite et ça a créé cette nouvelle collab qu'on a fait autour de suspension brodée. Donc ouais, c'était une belle rencontre que j'ai pu avoir avec Magali et son projet de lampe artisanale et d'objets représentatifs du sud de la France. Et on a je pense, ce lien-là. On est des femmes du sud et on a envie de mettre en avant aussi notre vécu, notre univers méditerranéen. Donc c'était une belle collaboration marseillaise. Avec les Marseillais, j'ai une relation, je pense que une vraie relation avec les Marseillais, je pense que je l'ai depuis que j'ai ce nouvel espace atelier qui est dans la rue, c'est une rue piétonne. Donc en fait, il y a beaucoup de passages, beaucoup de gens qui passent. Notamment en face de notre atelier, il y a une association de vélo qui s'appelle Vélo Sapiens. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire réparer leur vélo. Et je pense que comme nous, on est un espace ouvert, vitré. On a eu beaucoup d'interactions avec les gens du quartier. Aussi, quand on déjeune, on déploie notre table pliante, on la met dans la rue, donc en face de notre atelier. Et c'est vrai que je pense que on a eu nos premières interactions vraiment avec les Marseillais, ça a été quand on a été dans cet espace-là et qu'on a pu parler avec les gens du quartier. Il y a aussi des prostituées qui sont au coin de la rue, à qui on a parlé, elle nous a raconté son histoire. Donc il y a eu des rencontres qui se sont faites grâce à ça, je crois. J'aime beaucoup à Marseille que le fait qu'il y ait une forme de décontraction. C'est vrai que en faisant un petit bout à Paris, études et premier vie d'adulte, en venant à Marseille, j'avais cette sensation que le regard se portait pas forcément sur tes faits et gestes et que il y avait une forme de lâcher prise, de décontraction, que ce soit vestimentaire ou même sur ce que tu allais créer ou faire. Il n'y a pas de jugement finalement. Personne n'a aucune forme de jugement. Donc ça, je pense que c'était assez agréable à Marseille en arrivant. Donc ouais, cette décontraction que Marseille apporte, c'est très agréable. Après, la mixité, je pense aussi que ça m'a plu. La sensation que rien n'est formaté et conceptualisé avec un milieu de vie aussi. Tout est différent, mais se mélange aussi. Donc ça m'a plu aussi à Marseille. C'est pas guindé ou c'est pas au contraire. Il y a une forme comme un équilibre qui s'est créé, je pense, entre plusieurs styles de vie. Ce que je déteste à Marseille, parfois vraiment, ce qui peut m'agacer, c'est l'agressivité des gens pour un rien. Je sais que quand je viens à mon atelier, j'y vais en vélo et moi j'aime bien faire du vélo, ça me fait une petite activité et là c'est vrai que quand je le fais à Marseille, parfois ça. Normalement, je suis pas une personne de nature stressante, mais là parfois ça peut être stressant et surtout que c'est un moment qui doit durer peut-être entre 5 et 10 minutes, pas plus, et tout ce qui se passe dans ce laps de temps, c'est parfois incroyable. On peut avoir
voilà, un scooter qui te fait une queue de poisson alors que tu es sur une piste cyclable. Tu peux avoir un gars qui va te klaxonner parce que 2 secondes, tu es sur la voie principale et tu es en train de doubler un vélo qui était sur une voie. Enfin bref, il y a des situations qui peuvent être complètement genre, aberrantes où les gens vont créer un moment de stress alors qu'il n'y a pas de raison d'en avoir. Donc parfois, ouais, la manière dont les gens vont réagir face à des situations, voilà, du quotidien, ça peut m'agacer, ouais. Alors l'odeur qui, je pense, qui revient le plus souvent parce que ben finalement sur mon trajet, c'est voilà, je fais je passe dans le centre, donc ça va être vraiment une odeur pas très agréable. Je pense que c'est vraiment sincèrement, je pense que c'est les poubelles. Et voilà, je pense que Marseille, c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire sur ces déchets. Euh, c'est vrai que voilà, c'est une ville aussi qui, voilà, quand il fait chaud, toutes les odeurs ressortent. Donc, t'as pas beaucoup de végétation à Marseille, il n'y a pas beaucoup de fleurs, il n'y a pas beaucoup de plantes. Donc, ce qui va ressortir finalement, ben, ça va être voilà, les déchets. Et c'est vrai que c'est pas très agréable, mais c'est la vérité. Alors, Marseille, le son qui symbolise le plus, je pense que c'est les scooters. Surtout que bah voilà, nous on est dans un atelier et on est dans donc une rue piétonne mais qui est empruntée beaucoup par des scooters qui montent et qui descendent. Je rappelle c'est le premier donc voilà, peut-être on n'a pas tous la même expérience mais le premier c'est vrai que beaucoup de circulation, beaucoup de scooters, des scooters qui sont pas tout neufs, donc je pense qu'ils font un bruit, des bruits un peu infernaux. Mais après, ça va être aussi ben, les klaxons aussi, je dois avouer, scooter, klaxons, tous les bruits de véhicules, c'est assez présent à Marseille, je pense. Par contre, chez moi, ça va être les mouettes, enfin pas les mouettes, pardon, les gabions. Euh, et là, si tu fermes les yeux, ouais, t'es au bord de la mer, quoi. Donc, ouais, c'est drôle, c'est un peu un mélange entre ville et nature, je dirais. Le goût de Marseille, je pense que c'est l'anis, le pastis, parce que quand on est arrivé à Marseille, ben en fait, c'est vrai que la première chose qu'on a bu, c'était le pastis. Et c'est vrai qu'au début, j'aime l'anis, mais voilà, c'était peut-être pas ma boisson préférée et j'ai appris à l'aimer. Et en fait, ouais, c'est vraiment une boisson enfin, un apéritif qui symbolise pour moi Marseille et qui est un goût à part entière et que j'ai découvert ici et qui est propre, je pense, qui est propre à Marseille, ouais. Pour quelqu'un qui connaît pas Marseille, je pense que je lui dirais que c'est une ville intense. Intense dans plusieurs sens parce que voilà, c'est un bouillonnement de choses, de gens. Euh, donc c'est pas une ville où tu vas forcément, tu vas pas pour des vacances au calme. Voilà, je pense que c'est une ville qui se découvre, voilà, et qui est assez intense. Après, paradoxalement, voilà, très rapidement, tu sors de Marseille et tu arrives dans des paysages qui sont où tu déconnectes complètement de la ville. Donc, pour ça, ouais, c'est intéressant en fait. C'est une expérience en soi. Je pense pour des gens, voilà, il n'y a aucune comparaison à faire avec d'autres villes. Je pense que Marseille, pour quelqu'un qui connaît pas, ouais, c'est quand même une belle découverte et une petite aventure. Je regretterais, je pense, justement cette énergie qu'elle a, ces imprévus, ces situations un peu cocasses, je pense, qui en font une ville, ouais, une ville à part entière. Donc je pense que ce qui me manquerait, c'est plutôt ouais, l'imprévu, l'insolite, euh, ouais, l'énergie qu'elle dégage. Je pense ces rencontres qu'on peut faire à Marseille, un peu improbables entre enfin, voilà, personnes qui viennent de différents univers et qui se mélangent finalement. Je pense que ça me manquerait cette diversité, tout simplement. Ouais. Ce que je peux te dire de mon parcours et de mon projet, c'est que voilà, il ne faut pas hésiter de manière autodidacte à réaliser ses envies.
C'est pas parce que voilà, on n'a pas fait des études dans tel ou tel domaine qu'on n'est pas capable de faire des choses. Je pense que c'est sûr, ça demande beaucoup de confiance en soi, mais voilà, on peut être légitime de plein de choses dans la vie. Donc voilà, j'inciterais vraiment aux gens, aux personnes qui se reconvertissent, qui ont envie de changer, voilà, qui sont dans des métiers peut-être qui n'aiment plus, ou qui ont plus de sens, et qui ont d'autres envies, de suivre leurs envies et d'y croire et voilà, de se donner voilà, l'occasion de réaliser ces projets. Moi, c'est ce que j'ai fait et voilà, je regrette jamais un seul moment d'avoir pris ce choix-là, et ça demande voilà, un peu de courage et de la confiance en soi, mais ça vaut le coup. Un grand merci à Sarah pour son témoignage inspirant. Si vous voulez voir ses créations et ses objets brodés, je vous invite à vous rendre sur le compte Instagram de Sarah, @SarahEsput, tout attaché, et sur son site internet œuvre-sensible au pluriel.com. Pour les Marseillais et les Marseillaises, Sarah vient juste d'ouvrir sa boutique, située au 32 rue Mazagran, dans le 1er arrondissement. Pour connaître les horaires d'ouverture, je vous invite à vous rendre sur le compte Instagram de la boutique, @sensible-Marseille. Tous les liens et les références cités dans cet enregistrement seront dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais.